heureux de vous accueillir, comme presque tous les mois, même parfois plus, au sein du dialogue franco-russe. Ce soir, nous avons une invitée exceptionnelle qui a eu le courage de venir parce que l'auditoire est exceptionnel aussi. Vous allez nous parler de la Russie devant des gens qui la connaissent. Certains ont écrit des livres, donc vous allez être mis en difficulté. Alexandre Lassard, il est blogueur, il est chef d'entreprise. Sous son nom, il écrit sous son nom Alexandre Lassard le livre qui va être présenté. Il s'appelle Alexandre Stefanescu. Il est chef d'entreprise de recrutement en Russie. En particulier, je dirais que vous avez une connaissance profonde de la Russie, comme peut avoir quelqu'un qui habite en Russie et avec une vision d'un non-russe. Et c'est très important. Et vous avez vécu justement cette période tout à fait étonnante que vous appelez le printemps russe. Alors, il n'a rien à voir avec les printemps arabes qui ont une consonance tout à fait différente. C'est le printemps au sens vraiment de l'éveil russe qu'on observe depuis un peu plus de 15 ans maintenant, alors que beaucoup étaient en train d'enterrer la Russie à une époque. Et je crois que c'est ça qui va être très intéressant de vous entendre. Votre livre a été édité aux éditions du CIRT. C'est aussi un fait marquant parce que les CIRT sont très sélectifs en ce qui concerne le choix des auteurs, surtout s'agissant de la Russie. Donc c'est presque un honneur d'être édité au CIRT. Je confirme. Voilà, vous confirmez. Voilà. Et bon, on ne va pas être plus long. Je vais passer la parole tout de suite à Denis Plévinage, qui sera un peu le modérateur et qui vous posera des questions. Et bien entendu, comme traditionnellement, après l'exposé, vous aurez droit aussi à poser un tas de questions. Et on compte sur vous. Bienvenue, Alexandre Lassard. Merci beaucoup. Il y a encore des places au premier rang. Merci donc Alexandre d'avoir accepté de venir nous parler de votre livre que j'ai lu avec grand intérêt, je trouve. Comme je lis ce que vous publiez depuis un peu plus de 5 ans, j'y ai retrouvé un certain nombre de thèmes qui vous sont chers. Mais ce livre, dans son effort pour rassembler des sujets variés, vous a amené à un niveau de réflexion sur la Russie que l'on ne trouve pas très souvent dans la bibliographie consacrée à ce pays, en particulier en France. Parmi les thèmes importants, je citerai bien sûr la démographie. Vous vous intéressez depuis de nombreuses années à l'évolution démographique de la Russie. Peut-être est-ce une conséquence de vos activités de conseiller en recrutement qui vous obligent à scruter professionnellement le marché de l'emploi. En tout état de cause, il s'agit d'un vrai problème pour le pays, pour son développement futur, mais un problème qui n'est pas compris hors des frontières russes et en particulier en France. On trouve dans votre livre une source inestimable de statistiques et d'analyses qui permettront à ceux qui veulent comprendre avant de critiquer, de se faire une idée objective de l'évolution de la situation démographique de la Russie. Mais il s'agit de beaucoup plus que d'un livre sur l'évolution numérique de la population russe. Aussi, ma première question sera, pourquoi ce livre? Quelle en est l'origine? Et qu'est-ce qui fait son actualité? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, les raisons de l'écriture de ce livre, je crois que c'est... la première des raisons, c'est simplement que, en tant que Français, effectivement, Alexandre Stefanescu l'a précisé, je pense et vis en français, même si j'habite en France, c'est de tenter de retranscrire, de synthétiser les choses que j'avais ressenties, vues, compris, analysées, et de les retranscrire en fait dans un livre, à un endroit, dans un support unique, pour permettre, je crois, de tenter en tout cas de donner à mes compatriotes principalement, mais aussi à tous les francophones, intéressés par le sujet Russie, des clés de compréhension nouvelles. J'ai constaté au cours de mes années de vie en Russie qu'en fait, souvent, alors on va en reparler, j'imagine que, bien sûr, ce soir, que l'image de la Russie, telle qu'elle est véhiculée et donc perçue par le public réceptif est négative, l'image de la Russie est mauvaise. On va parler franchement ce soir, les Russes sont mauvais en communication, en soft power, c'est pas leur truc.
Mais les journalistes français les aident pas beaucoup, ils les enfoncent. Voilà, c'est aussi le constat de la différence entre la réalité telle que moi je l'apercevais en tant que Français qui vit en Russie, qui travaille, la chance d'être marié avec une Russe, alors des enfants franco-russes, et qui est au contact des réalités bonnes et mauvaises du terrain. La différence entre ces réalités-là, mes ressentis, mes perceptions, et l'image qui est véhiculée. Donc, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas que du faux dans ce qu'on dit sur la Russie, mais j'ai tenté d'expliquer pourquoi on en était là. Voilà, on va parler de tous les sujets, mais par exemple, un sujet simple, pourquoi est-ce qu'il y a un système politique vertical, pas autoritaire mais autoritarien, et il n'y a pas une alternance comme on la connaît en Europe. C'est pas parce que les Russes sont comme ça, c'est qu'il y a une histoire proche, récente, on en reparlait tout à l'heure, qui justifie que le redressement en cours du pays nécessite aujourd'hui une matrice de gouvernance différente de celle que nous avons nous en Europe. Voilà. Donc il me semblait que la clé c'était d'expliquer, montrer la situation telle qu'elle est actuellement et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, de revenir en arrière, de tenter de décrire une évolution sur le plan intérieur. Je pense qu'il y a deux grands moments. Le premier grand moment, c'est la dislocation, c'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé au moment de la fin de l'Union soviétique et les années qui ont suivi, qu'on appelle les années 90, la décennie libérale. On est arrivé à une situation extrêmement unique sur le plan historique, c'est pour un pays, c'est la fin de l'État. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système avec un État omniprésent à un système sans État. Ça a eu des conséquences absolument effroyables. C'est la perte de l'autorité, la perte de la sécurité, c'est les citoyens livrés à eux-mêmes, et surtout livrés au vrai fascisme, qui est celui des mafias. Puisque finalement la Russie s'est retrouvée dans les mains de la mafia, dans les mains des mafias. Les mafias en haut, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui ont capté les richesses pour des intérêts personnels et pas des intérêts nationaux, des intérêts individuels, et en bas, des mafias qui ont pris le contrôle de l'économie des grandes villes comme à Moscou. Je crois qu'à un moment, en 93 ou 87, on est arrivé à ce que l'estimation c'est 80% de l'économie de Moscou est aux mains des mafias. Dans le sud du pays, c'est des mafias indépendantistes, séparatistes, islamiques qui ont tenté de briser l'unité territoriale du pays. Donc, l'État, la population s'est retrouvée sans État, mais livrée à des mafias. Ça a eu des conséquences, donc Denis en parlait sur la démographie, absolument, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Des conséquences absolument terribles, des conséquences sanitaires. Évidemment, la mortalité a augmenté, il y a des zones entières du territoire qui sont retrouvées coupées de l'autorité de Moscou. La mortalité a augmenté, la natalité a diminué, et la conséquence était une réduction de population annuelle qui n'a cessé de croître, pour arriver à des chiffres absolument effroyables. C'est des populations qui diminuent de 900 000 habitants par an. Alors c'était compensé par des flux migratoires complexes, mais en tout cas c'était les signes énonciateurs d'une disparition de la population. C'est des chiffres qu'on a en temps de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Il y avait juste une guerre économique menée de l'extérieur. Voilà, donc si ces dynamiques avaient dû se prolonger 2 ou 3 décennies supplémentaires, je pense que le pays aurait explosé, à son analyse. Voilà. Et ce qui m'intéressait sur ce sujet clé de la démographie, qui était un problème partout, puisque l'Union européenne connaît le même problème, on n'a pas assez d'enfants. Alors, dans l'Union européenne, on a une solution, c'est que, l'Allemagne montre l'exemple, c'est que quand on n'a pas assez d'enfants, on fait venir des immigrés. La Russie a mis en place un système, il me semble, un peu différent, c'est qu'ils ont montré qu'une politique nataliste volontaire pouvait redonner envie et fournir les moyens aux femmes de faire des enfants. Alors il y a eu des mesures économiques, il y a eu une forte propagande au bon sens du terme. L'exemple a été donné, peu de gens le savent, mais la Russie est un peu différente de l'Europe, mais par le showbiz. En fait, je vais parler beaucoup de travail de sujet en profondeur, c'est les stars qui ont montré l'exemple, en disant voilà, on a fait un 3e enfant, on a fait un 4e enfant. Les jeunes femmes russes ont lu ça dans les magazines de mode, et elles se sont dit que finalement, c'est un anglicisme, pardon, c'est trendy. Donc il y a eu une dynamique d'imitation biologique qui s'est mise en place, c'est mon analyse. Et puis il y a eu des mesures économiques, il y a eu un redressement à partir des années de 98, on va dire, et de Yevgeny Primakov, et après à partir de Poutine en 2000, il y a eu un redressement de la situation économique qui n'est pas que dû à la remontée du prix des hydrocarbures, mais qui est également dû à l'instauration d'un cadre législatif, juridique, fiscal, douanier intelligent, et notamment la flat tax. Donc, et ce redressement en fait de l'économie russe
à redonner confiance à la population en son avenir, à réinstaurer une stabilité qui a réincité les gens à croire en l'avenir et donc ça a incité à la démographie. Et donc la première partie c'est la dislocation et la seconde partie, je crois qu'il faut la traduire de cette façon, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État. C'est-à-dire que les élites russes qui ont pris le pouvoir à partir de, on va dire, 2000, 98-2000, c'est des gens qui avaient une politique stratégique sur la longue durée. C'est des gens qui avaient une volonté stratégique, c'est des gens qui avaient des objectifs, et ils ont dit, d'accord, nos objectifs c'est ça, on va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Et l'État a recommencé à croître, dans tous les sens du terme. La substance de l'État a recommencé à couler, l'État a réaffirmé son autorité sur le territoire, au sens militaire, ça a été la deuxième guerre de Tchétchénie, au sens logistique, ça a été de récupérer le contrôle de tout le territoire, d'assurer la logistique politique, de s'assurer que quand une loi est votée à Moscou, elle est appliquée à Vladivostok, entre guillemets. Quand on vote une loi à Paris, elle est appliquée en Dordogne, c'est facile. Quand vous votez une loi à Moscou, pour l'appliquer à Grozny en Tchétchénie ou à Vladivostok ou au nord de la Yakoutie, c'est un peu plus complexe. Donc, je crois que cette seconde période, elle traduit surtout un événement, un sursaut tout à fait étonnant historiquement, qui s'est traduit par le retour de l'État. C'est-à-dire que l'État a repris le contrôle du territoire. Et c'est sûr que le coup de collier Poutine, tel qu'il a été décrit, entre guillemets, dans les médias, c'est-à-dire Poutine, un dictateur, autocrate, etc. Moi, je pense vraiment, en vivant en Russie, en comprenant les complexités internes russes maintenant, je pense qu'il était absolument nécessaire. Il fallait restaurer la dictature de la loi, et ça passait par une verticale du pouvoir, qui, bien qu'on puisse critiquer la méthode, a eu des résultats absolument sidérants. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une politique de réouverture du collier, ça se dessert doucement. Et je crois que les autorités russes sont en train, pour la première fois peut-être dans l'histoire russe, de réinstaurer un lien de confiance, timide mais réel, entre les administrés et l'État. Historiquement, je pense que les administrés n'ont jamais eu une très forte confiance dans l'État russe. Surtout pas ni sous les tsars, ni sous l'Union soviétique, ni la période d'Eltsine. Et aujourd'hui, je pense que Poutine est en train de gagner là-dessus aussi, c'est que les autorités russes et Poutine, donc je pense qu'ils sont en train de réinstaurer un peu de sérénité, de stabilité, de calme, et de rendre la situation, la relation administrée-État plus sereine. Voilà. Pour tracer le livre est très large, je parle de beaucoup de sujets, donc le résumé est très compliqué, mais voilà, je répondrai aux questions de Denis en... Bon, oui, comme vous dites, on ne peut pas aborder tous les éléments de ce livre. J'ai donc choisi un certain nombre d'éléments. En laissant certains de côté, vous m'en excuserez, je l'espère, mais de toute façon, je vous engage à retrouver le reste dans le livre. La première réflexion que je voudrais avoir, et ça tient à l'exemplarité, peut-être, de la Russie, et en particulier dans le domaine des problèmes religieux. En ce qui concerne l'islam, les problèmes sont au cœur de l'actualité française et internationale. On cherche parfois à comparer l'islam de France et l'islam de Russie, et la façon dont ils évoluent dans les deux pays. La première grande différence, comme vous le soulignez justement dans votre livre, est que l'islam russe est un islam de souche, pour reprendre une expression française, qui est présent dans le pays depuis plus de 1000 ans, alors que l'islam de France est importé. Il faut donc rester prudent dans nos comparaisons entre les situations des deux pays sur ce problème. En France, un grand nombre de responsables politiques proposent d'abord de combattre une islamophobie, réelle ou supposée, et nous mettent en demeure de ne pas faire d'amalgame. L'idée est plaisante, évidemment, mais à trop chercher à ménager la religion islamique dans certaines de ses expressions les plus violentes, on risque de la mettre hors du débat. Ce que je vois comme une sorte de capitulation intellectuelle par rapport au principe de la République française. Vous montrez clairement dans votre livre qu'en Russie, le problème de la cohabitation entre plusieurs religions est vécu autrement. Une des différences principales étant que la référence à la religion orthodoxe reste omniprésente. D'une part, mais que surtout, les citoyens russes ne sont pas réduits à leur religion. Et que dans cette approche multiculturelle russe, il existe une patrie, un peuple russe, et que cette appartenance transcende les appartenances religieuses. Vous dites, je vous cite, « En Russie, le patriotisme et le monde polyculturel sont intrinsèquement liés,
et chaque citoyen peut se sentir appartenant à la fédération. Ce que, je le souligne en passant, ce qui correspond à la définition du peuple que donne Jacques Sapir, que nous recevions il n'y a pas si longtemps, dans son livre « Souveraineté, démocratie, laïcité ». Pensez-vous que la France pourrait s'inspirer de cette approche? Et comment pourrait-elle le faire, à votre avis? Vaste sujet. J'ai tenté de répondre de façon synthétique et de donner mon opinion à ce sujet. Alors, la première chose, il me semble, si on parle de l'exemple russe à ce sujet, effectivement, c'est Natalia Narochinskaya qui l'a expliqué et qui citait cet exemple, c'est que lorsque, par exemple, effectivement, l'État russe a vaincu les Tatars et pris Kazan, les nobles russes ont dit aux nobles Tatars, désormais vous appartenez à la Russie, vous resterez nobles, vous aurez des esclaves orthodoxes, et nous aurons, nous aussi, des esclaves tatars. Donc il y a une logique d'intégration, de victoire militaire, puis d'intégration culturelle qui est un peu différente de la façon dont la France ou l'Angleterre ont géré leurs colonies. Ça c'est clair. Voilà. Effectivement, il y a toujours eu dans cette zone géographique des confrontations des populations musulmanes et non musulmanes. Donc il y a des confrontations au sens voilà, des contacts et des confrontations. Donc il me semble qu'il y a déjà, il y a une compréhension mutuelle et réciproque beaucoup plus forte et ancrée, et intégrée et historique. Ça c'est la première chose qui différencie fondamentalement l'expérience russe à ce sujet et l'expérience française actuelle. Parlons de la France, que nous sommes en France. Et je crois que là, il y a une grande différence, effectivement. Ensuite, je pense qu'effectivement, on va parler franchement ce soir. Je pense que le problème de la France, c'est surtout un problème de la relation de la France avec l'islam, c'est que je crois que c'est un problème que les autorités françaises ne savent juste pas traiter. Donc on a plus qu'un problème d'islam, il y a un problème d'incompétence d'élite. Et un problème d'immigration. Parce que bon, je crois que la clé du problème est là. Je pense que à mon avis, si les valeurs françaises étaient bien plus réaffirmées, les valeurs historiques, traditionnelles, les racines chrétiennes de la France, les racines catholiques de la France, je pense que de facto, ça réinstaurerait une forme d'équilibre social, moral, religieux qui soit beaucoup plus sain pour la France. C'est ce qui se passe en Russie. C'est ce qui se passe en Russie. L'État, après la reprise du contrôle de l'État, on va dire au sens interne, l'enrichissement de la population qui est en cours ne s'est pas fait sur une trajectoire historique plus longue, elle ne s'est pas faite comme en France, on va dire, après l'intégration de l'Union européenne, en disant voilà, vous êtes désormais des habitants d'un territoire. Certains disent que la France était un hôtel, je crois. Enfin, vous voyez de qui je parle. En Russie, c'est différent. L'État a quand même accompagné le renouveau religieux, dans le bon sens du terme. Il y a eu la reconstruction des églises, des monastères, je donne des chiffres dans le livre. L'islam a toujours été présent aussi. Et donc cette reconstitution religieuse, elle n'a pas concerné que le christianisme, c'était le bouddhisme, c'était l'islam. Donc les religions, la symphonie, ce qu'ils appellent la symphonie, c'est le fait que l'État a accompagné ces religions. Mais l'unité nationale, elle ne se fait pas là-dessus. L'unité nationale, elle se fait sur autre chose, un échelon encore supérieur, il me semble. C'est cette notion d'appartenance à une civilisation, qui elle est polyculturelle et polyreligieuse. Et je crois que le modèle qui est en cours de développement en Russie, c'est cette espèce d'état-civilisation, ce que Poutine a appelé le gosoudarstvo civilisation, c'est-à-dire que c'est encore un échelon supérieur, on y revient, c'est l'État. Et effectivement, en Russie, on ne demande pas à un citoyen sa religion. Un peu comme au Liban à une époque, on ne parle pas de ça. Donc je pense aussi que c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup plus de sérénité dans les rapports interreligieux aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le sujet prioritaire. Et être membre d'un groupe religieux ne veut pas dire, en Russie, se fermer aux autres groupes. La religion n'est pas considérée comme une frontière envers les autres, mais plutôt comme une affaire privée. Et je crois que c'est ça la grande différence. Mais encore une fois, c'est rendu possible parce que malgré tout, il y a quand même un État qui surveille tout ça. Il y a un État qui joue un rôle de balancier, il n'y a pas de tolérance. Je crois que c'est la grande différence avec la France, c'est que nous sommes une nation tolérante, et c'est pour ça que l'État est en train de perdre, à mon avis, des pans de territoire et des pans d'autorité. C'est-à-dire que je pense que c'est la faiblesse de l'État français, sur le modèle français, à l'inverse du modèle russe où il y a l'État russe très fort. Je pense que l'effet de balancier, il est là. Donc je crois que surtout, la différence, c'est la puissance et la prééminence de l'État et son autorité. Il me semble que le problème principal est là.
Bon, revenons, si vous voulez bien, à la politique intérieure russe. Vous écrivez que les élections législatives de 2003 ont été un tournant pour le parti Russie Unie. Est-ce que vous pourriez nous exposer votre pensée à ce propos? Je vais essayer. Et pourriez-vous nous parler des évolutions récentes de ce parti, et en particulier de l'organisation de préélections en vue des législatives de septembre? Bon, clairement, je pense que certains de vous connaissent évidemment la Russie. On va regarder les choses franchement. Quand l'élite politique a pris le pouvoir, est arrivée au pouvoir, malgré tout, il fallait des outils de gouvernance. Donc, a été créée une espèce de coque froide, vide, sans idéologie, je vais être dur, mais c'est comme ça. Effectivement, elle a pris le nom de Russie Unie. Russie Unie n'est pas un parti politique à la base, comme on le connaît en Europe, avec un programme idéologique, etc. Ce n'est pas un parti qui se crée par opposition à notre parti. C'est un réseau de gens, c'est un groupe de gens, qui ont des idées différentes, mais qui ont intérêt personnel à rejoindre une structure de gouvernance dans laquelle ils sont englobés, et qui sert en haut au clan de direction, c'est-à-dire à l'exécutif, à appliquer des lois sur tout le territoire. Donc Russie Unie, à partir de 2003 jusqu'à 2009, n'avait même pas d'idéologie. C'était une structure majoritaire de gouvernance. Je crois qu'aux élections de 2007, ils ont 75%. Je pense qu'à cette époque-là, avec la forte croissance qu'il y avait, objectivement, je pense que les fraudes étaient très faibles. Les gens, de toute façon, n'avaient pas d'alternative. Et globalement, ils avaient beaucoup de problèmes à traiter. Donc, tant que vous avez des députés, ils sont malgré tout comme partout des députés, on n'attend pas grand-chose d'eux, mais qu'en plus vous avez un taux de croissance de 8%, vous enrichissez, surtout il ne faut rien toucher. Donc je pense que, voilà. Et à partir de 2008-2009, la crise, le ralentissement de l'économie, alors Russie Unie a commencé sous l'impulsion de l'exécutif, à essayer de se transformer. Ils ont pondu une idéologie qui est le conservatisme. Alors, le conservatisme chez nous, c'est de rester sur une tradition forte. En Russie, c'est un peu différent. Le conservatisme, c'est d'avancer vers l'avenir, mais en gardant un cadre logiciel fonctionnant. Voilà, donc, à partir de 2010-2011, Russie Unie a commencé à se fédérer en clubs. Alors, il y a eu des hyper-étatistes, des étatistes libéraux, des plus libéraux, des occidentalistes, etc. Il a commencé à avoir les prémices des grands courants qui entourent Poutine aujourd'hui. Mais voilà, ce n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti qui est une structure de gouvernance, une coque vide, dans lequel les députés doivent obéir. Je le dis franchement, mais je pense que c'était excessivement nécessaire pour rétablir la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui en Russie. En 2011, il y a eu ces fameuses élections où vraisemblablement il y a eu quand même pas mal de bourdes administratives, de fraudes, même si au total, toutes les estimations laissent penser que ça n'a pas dépassé peut-être 8 ou 10% du total. C'est pas beaucoup, au fond. Mais qu'est-ce que c'est que ces fraudes? Ces fraudes, c'est des hommes politiques qui ont des mandats de députés, qui sont dans l'Oural, qui sont Perm, Ekaterinbourg, qui sont en Novosibirsk, qui ont mal géré, parce qu'il y a des bons et des mauvais partout. Et ils savent qu'aux élections, s'ils n'ont pas un bon score, ouloula, on va perdre le mandat. Et on va perdre ce qu'il y a autour. Donc c'est eux qui, à l'échelle, en France, on appelle ça comme une espèce de grande manipulation venant tout en haut. C'est pas le cas. Ils sont quand même pas aussi puissants que ça. Donc les fraudes qui ont existé sont surtout faits d'élus locaux qui avaient mal géré leur mandat et qui savaient qu'il y avait des risques. C'est de là que c'est venu. Et c'est rien d'autre. C'est pas Poutine qui disait aux élus locaux à Tchoumen, il faut faire ça évidemment. Donc Russie Unie a passé, je crois, a obtenu 40%, on est passé de 70 à 40, un peu moins, non 40, je crois 42. Voilà. Et récemment, voilà, ils ont eu quelques coups de chaud électoraux à Moscou notamment, lors d'élections municipales entre Sobyanin et Navalny. Et ils se sont aperçus que le système à l'ancienne ne marchait plus, que la population russe évoluait, se développait, se modernisait, s'impliquait plus électoralement parce qu'au fur et à mesure que l'État restaurait la relation de confiance entre lui et ses administrés, les gens allaient s'impliquer politiquement. Et donc il fallait que le système politique lui aussi évolue et mute. Ça va très vite en Russie. Et par conséquent, effectivement, ils ont là organisé des primaires pour permettre aux gens de voter, afin, je pense clairement, de dire aux administrés, regardez, on rétablit le lien entre l'élite politique et vous, par un vote direct. C'est des votes de liste en fait, j'ai bien compris, des votes de...
Oui, les votes sont destinés à désigner voilà. les candidats du parti sur les listes du parti voilà. Au mois de septembre. Voilà, donc on verra bien ce que les élections vont donner. De toute façon, le système politique de croissance en alternance qui a été installé en Russie a eu des aspects positifs. Ces aspects négatifs, c'est qu'il a cannibalisé toute opposition, parce qu'à partir du moment où vous voulez faire passer des idées, il faut être dans la gouvernance. Alors, il reste le Parti communiste, mais ils ont extrêmement modernisé, ils ont jeunifié les militants, ils ont vraiment muté. Mais je ne pense pas qu'ils soient même de prendre le pouvoir. Par conséquent, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternance, mais réelle, on va dire, fiable, correcte. Il y a des partis libéraux qui, malgré tout, sont présents à chaque élection, et pourtant, à chaque élection, perdent des voix, parce que plus personne n'y croit, surtout pour un problème dû au fait qu'il n'y a pas de leader charismatique, avec des has-been. Donc il y a un problème de renouvellement de génération. Je pense que le temps va amener de nouveaux hommes politiques en Russie, c'est un facteur inévitable. Et moi je suis assez optimiste. Je pense quand même que gouverner la Russie, c'est pas gouverner la France. Et je pense qu'un système d'alternance tel que nous connaissons aujourd'hui en France n'a pas d'intérêt pour la Russie. D'ailleurs, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct. En tant que Français, je me pose même la question de savoir est-ce qu'il y a un intérêt pour la France. C'est-à-dire que finalement, on parle beaucoup de l'alternance, nous les Français, mais quelle alternance avons-nous réelle? On a le choix entre les Vélib bleus et les Vélib roses. À Paris, on a le choix entre l'UE et l'UE, l'intégration européenne et l'intégration européenne, l'OTAN et l'OTAN. Sarkozy a initié le retour du commandement intégré. Vous avez vu qu'Hollande a fait passer en janvier un projet de loi pour accentuer et l'accélérer. Il n'y a pas de grand changement de fond. Et donc, avons-nous vraiment, nous, Français, une alternance? Non. Nous avons une alternance très faible. Les Américains ont une alternance très faible. Là, peut-être qu'avec Trump, il y a un changement. Mais au fond, les élites politiques telles que nous les avons aujourd'hui en France, est-ce qu'elles présentent réellement une alternance? Moi, il me semble, quand je lis des choses des hommes politiques de Russie unie, le spectre de pensée aujourd'hui intra-Russie unie, entre l'aile conservatrice, on va dire, eurasiatique et l'aile libérale pro-occidentale, il est beaucoup plus large. Et les idées qui émergent sont beaucoup plus variées qu'on peut avoir aujourd'hui entre, je sais pas, entre Mélenchon et Juppé ou Mélenchon et Marine Le Pen. Il y a quand même un manque d'idées en France. Et donc, sans idées, sans projet, je pense qu'il n'y aura pas d'alternance. Mais encore une fois, je crois que nous autres, citoyens électeurs, parce que ce livre est avant tout une initiative citoyenne, je pense qu'on devrait se soucier d'avoir des élites qui soient avant tout compétentes et qui ramènent la prospérité et la sécurité dans le pays. Et à partir du moment où ce serait le cas, pourquoi les changer? Et finalement, je pose la question. Vraiment un petit peu à l'économie, enfin à mi-chemin entre l'économie et la politique. Le développement de l'extrême-orient russe est devenu en 2013 une des priorités du gouvernement russe. Une des manifestations de cette volonté a été la décision récente d'attribution gratuite d'1 hectare de terre en Extrême-Orient à tous les citoyens russes qui présenteraient un projet d'exploitation de ce terrain dans quelque domaine que ce soit. En octobre 2014, certains d'entre vous s'en souviennent, nous avons reçu Philippe Pelleclamour, professeur à HEC, pour une très intéressante conférence intitulée « Vladivostok, capitale de la Russie en 2050 ». Point d'interrogation. Pensez-vous que le mouvement soit lancé, qui n'aboutira pas forcément au déplacement de la capitale russe, sait-on jamais, mais à un rééquilibrage économique du pays vers l'Est, mouvement naturel pour Philippe Pelleclamour, mais qui a vraisemblablement été renforcé par la déception de la Russie dans ses relations avec l'Europe? Pour le déplacement de la capitale, il y a eu des projets. On a parlé de Novosibirsk à une époque. Maintenant, Vladivostok. Aller plus loin va être difficile. Il y a Kamchatka, effectivement. Voilà. Donc plus sérieusement, effectivement, les autorités russes ont plus ou moins reconstruit la partie occidentale, c'est-à-dire à l'ouest de l'Oural, du nord au sud de la Russie, parce que c'est la partie la plus peuplée, avec c'est là que sont les grands centres économiques et la capitale politique de la Russie. Il y a un gigantesque chantier qui est l'Extrême-Orient, qui a un gros problème, c'est qu'il est un gros avantage, c'est qu'il est très riche, un gros problème, c'est qu'il est très vide. Donc effectivement, on en revient aux problématiques de démographie et de migration. Vous savez que là, les réfugiés ukrainiens sont allés en Russie, notamment, en plus de l'hectare. Il y a un autre projet, c'est que les Ukrainiens pouvaient obtenir les réfugiés pouvaient obtenir des permis de séjour et de résidence à condition qu'ils aillent s'installer dans l'Extrême-Orient. C'est du peuplement de terre intérieure, c'est un projet assez unique. Je pense que la principale problématique des Russes va être d'avoir du capital humain
suffisant pour développer des infrastructures sur ces zones-là. Mais effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'après 16 ans, 15 ans, on va dire, de fenêtres européennes et de fenêtres sur l'Europe, parce que les élites russes dès 2001 ont très clairement affirmé une voie européenne, sont rapprochés de l'Union européenne et de l'Europe. On constate qu'aujourd'hui, cette fenêtre sur l'Europe, effectivement, est en train de se réduire. Puis de l'autre côté, le monde a tellement évolué, la Chine a plus qu'émergé, l'Inde a grossi, l'Iran s'est avéré un partenaire. Tout ça, c'est des choses qui avaient été déjà prophétisées en 1998 par Evgeny Primakov, qui était Premier ministre d'Eltsine avant Poutine, et qui avait dit que de toute façon l'avenir de la Russie passerait par un triangle d'alliance avec la Chine, l'Inde et l'Iran. Donc ce n'est pas des choses totalement nouvelles. Primakov était très visionnaire, visiblement. Mais voilà, donc la relation avec l'Europe, elle est parasitée aujourd'hui, on va dire les choses clairement, par l'Amérique. Il y a des sanctions, il y a une guerre en Ukraine, qui indirectement est devenue un théâtre de confrontation entre la Russie et l'Amérique. La radio est brouillée. Et je pense que les élites russes sont fatigués de ce parasitage par un acteur extérieur, par une tierce partie. Donc effectivement, à partir du moment où il y a des dangers économiques, donc sur les échanges économiques et donc des dangers pour la sécurité intérieure russe, parce que directement c'est comme ça que les Russes pensent, je pense que de facto elles vont se retourner vers l'Asie, ça a commencé, c'est la Chine. Il ne faut pas penser que ce mouvement est que russe. En France, nous n'avons pas d'informations sur ce que pensent les Chinois et les Indiens, on ne le sait pas. Je pense que personne de vous ne suit les actualités chinoises en chinois, personne ne sait ce que dit la télé indienne, personne ne lit les think tanks indiens, on ne sait pas ce qui se passe au Pakistan, on n'a pas d'informations. Mais la télé chinoise, par exemple, parle de sécurité et de défense tout le temps, parle du danger américain tout le temps, dit du bien de la Russie à chaque journal télévisé. C'est en train de s'activer. Le tandem, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, il y a des plus et des moins, on va en parler, mais il y a une recomposition dans une partie est du continent au sens large eurasiatique. La Russie est un acteur clé, parce qu'elle est de retour dans son étranger proche, parce qu'elle est de retour dans le monde russophone, parce qu'elle a des contacts en Iran, des contacts en Syrie, parce que, peut-être qu'on pourra aborder celui tout à l'heure, mais elle a des contacts maintenant croissants avec Israël. Il y a effectivement une dynamique qui s'est mise en place avec l'Asie, et je pense que nous allons maintenant assister à 15, 20, 25 ans peut-être de fenêtres sur l'Asie, avec comme conséquence que les grands perdants seront les Français. C'est pas les Russes, si on parle de France-Russie bien sûr, et c'est plutôt l'Union européenne. Avant, les Russes, je pense, se considéraient humblement comme étant une espèce de grand Est de la Grande Europe. Aujourd'hui, ils sont le Grand Ouest de la Grande Eurasie. Et donc, il y a la Russie, l'Asie d'un côté et l'Europe de l'autre. C'est différent, c'est que maintenant, c'est plus, on est à l'Est des uns ou à l'Ouest des autres. C'est nous sommes là et vous êtes autour de nous. C'est une différence de perception, de réaffirmation. Et je pense que dans le projet pan-eurasiatique au sens large, le Moscou joue un rôle clé, Pékin joue un rôle clé, les deux projets d'Union eurasiatique et d'Union pan-eurasiatique plus large vont s'imbriquer parce que Pékin a un projet de route de la soie, vous savez, qui impliquera l'Iran et la Syrie. Donc de toute façon, c'est pour ça que ces pays vont se rapprocher, sont en train de le faire, je pense que vous le savez, de l'organisation de Shanghai, la raison de sécurité. Donc là, il y a un immense pivot en train de se faire. Et si vous avez le temps, il y a une chose extrêmement intéressante à faire, c'est de prendre une carte de l'Eurasie et de la retourner. Là, vous êtes debout, je suis debout sur le pôle Nord, donc le Sud est devant moi. J'ai l'Europe qui est ici, d'accord, donc la péninsule européenne. Là, j'ai la Russie, j'ai la Chine, j'ai l'Inde et j'ai l'Iran. Et là, vous avez un immense bloc de terre qui est gigantesque. Et la péninsule européenne est un espèce de contour qui est très étroit. La géographie à l'envers est extrêmement intéressante. Gennady Zyuganov, le président du Parti communiste russe, a écrit en 1998 un ouvrage, La Russie après l'an 2000. Et c'est lui qui, à l'époque, avait mis toutes ces cartes à l'envers. Je vous avais lu à l'époque, enfin un peu plus tard, mais je les avais lues en me disant, tiens, c'est vrai, c'est intéressant. Et ces cartes sont en train de réapparaître au sein de plein de think tanks russes. Donc, ils sont en train de reconceptualiser leur géostratégie par la géographie. Et la géographie, elle n'est pas à l'avantage de l'Europe avec la Russie. Les frontières, elles sont en Asie. Voilà. Donc, je pense qu'on est sur un recentrage. Je pense qu'il y a une dynamique asiatique qui va se mettre en place. Il ne faudrait pas rater le train, je pense, pour les Français. L'Union européenne est en train de péricliter.
Mais je pense, si on parle de la France, nous sommes français, je pense que le grand danger, c'est que la France rate ce train, et c'est la théorie de mon livre, c'est que je pense que la réintégration, en tout cas la dynamique qui pourrait être insufflée à l'Europe, aux nations européennes, pas l'Union européenne, aux nations européennes, de s'accrocher à cet immense système en création, c'est le plus grand projet de l'histoire de l'humanité, hein, la route de la soie. Je pense qu'il n'y a que la France qui peut la donner, il n'y a pas d'autre pays. C'est pas le Portugal, c'est pas la Roumanie, c'est pas la Suisse, c'est la France, c'est pas l'Allemagne, qui a intérêt à maintenir pour l'instant une dynamique en cours, qui allait avoir des problèmes démographiques prochainement crismiques qui vont, à mon avis, entraîner que l'Allemagne bascule dans un système post-démocratique parce que ça ne va plus durer pour des raisons démographiques, il va avoir un problème sécuritaire. Je pense que c'est la France, nous sommes une puissance politique, nous avons la force nucléaire, nous avons une tradition de non-alignement qui a existé sous De Gaulle. Donc le réalignement Moscou-Pékin, on l'a déjà fait, on pourrait très bien le refaire. Il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas une révolution, ce serait juste la traduction d'une volonté d'affirmation d'une politique de souveraineté nationale et dire ok, c'est très bien, on a une dimension transatlantique, je pense qu'il faut sortir de l'OTAN, mais on pourrait très bien imaginer que la France, nous avons aussi une dimension continentale que nous allons réaffirmer, ça passe par un tandem Paris-Moscou, pourquoi pas. Et ce tandem Paris-Moscou pourrait être une espèce de partie européenne de cette union eurasiatique au sens large. Voilà, donc là on serait sur un renversement géostratégique majeur. C'est réalisable, il faut juste d'autres élites. C'est facile finalement, un détail. Voilà, donc, et je voudrais profiter de ce petit moment d'humour, mais je suis tragiquement sérieux. Aussi, une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que moi je ne suis pas du tout un universitaire, je dirige une petite entreprise de 5 personnes dans un très grand pays qu'est la Russie. Voilà, donc je suis plutôt un chef de petite entreprise de TPE et puis un blogueur. Et ma qualité d'analyste, beaucoup trop. Mais ce livre est une sorte. C'est un pamphlet, c'est un coup de cœur. Moi, je m'intéresse à l'avenir de mon pays, je m'inquiète beaucoup pour la France. Et j'ai voulu écrire ce livre en me disant, bon, j'espère que peut-être des gens intéressés et capables vont lire ce livre en disant, tiens, on y pioche des idées qu'il n'y a pas ailleurs. Je ne vais pas me vanter, mais il y a dans ce livre des choses qu'on ne trouve pas, je pense, des faits qu'on ne trouve pas ailleurs. Je confirme. J'ai vraiment tenté de faire un gros travail de synthèse, j'ai travaillé longtemps dessus, plus de 2 ans. Je veux dire, peu de gens savent, par exemple, que vous savez, lorsque la démocratie s'est imposée en Géorgie, en Ukraine et en Serbie, vous savez, d'un coup, le peuple est descendu dans la rue, a viré un mauvais dictateur et a eu un président avec 97% des voix, la démocratie a gagné. En Géorgie, que Milosevic est parti et que la Serbie s'en est sortie, comme on peut le voir aujourd'hui économiquement, c'est un pays en lambeaux, ou que l'Ukraine est rentrée dans une période en 2005 de 10 ans de guerre, puisqu'en Italie encore. Tous ces mouvements spontanés, qu'on appelle les révolutions de couleur, ne sont pas des mouvements spontanés. Je voudrais parler de ça 3 minutes si vous me permettez. J'étais en Serbie, accidentellement, en 2000, quand tout ça a commencé. J'étais à Novi Sad, et j'ai rencontré des étrangers qui travaillaient là-dessus. Il y avait des services secrets étrangers, il y avait des forces politiques qui étaient en train d'initier des processus de renversement de Milosevic. Il y a eu des émissions de services secrets américains de la CIA qui ont, c'est public, dans des hôtels en Hongrie, formé des jeunes, formé des leaders, formé des équipes à une révolution non violente, à une révolution pacifique, ce qu'on appelle la révolution non violente. Donc, je donne tous les exemples dans mon livre. A été créé un institut qui s'appelle Canvas. Il y a un site internet que tout le monde peut lire, ça s'appelle canvas.org, C-A-N-V-A-S, c'est dans mon livre. Le fondateur de l'institut, Ivan Marovic, a donné une interview, il a expliqué tous les financements américains, c'est sur leur site, USAID, tout est marqué. Il explique, il dit, on nous a formés, c'est la CIA, on a travaillé dans 60 pays du monde, on est allé en Ukraine, on est allé en Géorgie, on a tout fait, c'est nous qui avons tout renversé. La méthode marche bien, les méthodes ont été créées par un colonel en retraite de la CIA. Tout ça marche. Quand le printemps arabe a commencé, vous savez d'où c'est venu? De Canvas. Vous pouvez ne pas me croire, mais pourtant il suffit de le lire. Les Tunisiens qui ont initié les premières manifestations ont subi des stages de formation à Belgrade par les gens qui ont été formés par la CIA. Ça paraît surréaliste, ça paraît de la science-fiction, mais il y a des articles, il y a des faits,
des témoignages, ils l'ont avoué. Alors évidemment, ils ont été débordés par les islamistes, il fallait s'y attendre. Dès que les Américains mettent le pied quelque part, c'est l'islam radical qui prend le pouvoir. Mais c'est pas voulu. Mais donc tout ça, c'est la traduction d'immixtion. Et il faut bien imaginer la Russie de l'autre côté. Une Serbie bombardée, 5 ans de révolution de couleur, un espèce de mur qui est en train de se créer, de régime hostile à vos frontières. Comment vous réagiriez, vous étiez un pays qui à votre frontière, un État hostile. Et les gens ne savent pas ça. Et je pense que l'idée de ce livre, c'était aussi de concentrer des informations qui sont peut-être mal ou peu connues, peut-être pas accessibles aux gens, parce que tout le monde n'a pas le temps, parce que tout le monde n'est pas spécialisé, parce que tout le monde n'a pas des nuits blanches à passer pour chercher. Moi j'ai fait, j'ai quand même un peu travaillé, il y a beaucoup de liens dans le livre, de sources, et donc c'est sourcé, tout est sourcé, tout est trouvable, et les liens, c'est pas des liens de propagande russe, c'est des liens américains, anglais, français, c'est des témoignages. Voilà, donc l'intérêt, moi c'est plutôt une dynamique d'inquiétude. Je vais parler des religions. Moi je constate en venant moins souvent en France, chaque fois que je viens, je constate le niveau d'effondrement. Paris, ça devient grave. Hein. C'est sale. Non mais c'est possible. Il y a des choses qui vont plus, on le sent partout là, on sent un délitement. Je pense qu'il y a un délitement de l'État en France, et malheureusement, je pense que tout ça va finir par amener une dynamique de conflit, et de conflit intérieur. Et je pense qu'il faut tout faire pour l'éviter. Et pour éviter un conflit, il faut de bonnes élites. Il faut rétablir l'unité nationale, le faire de façon sereine, il faut une grande réconciliation nationale, et il faut avoir une politique stratégique forte, et se donner les moyens de ses volontés. Et moi je vais dire des choses d'extrêmement dures maintenant. S'il faut que la France sorte provisoirement pour 5, 10, 15 ans du cadre démocratique tel qu'on le connaît, mes propos n'engagent que moi. Je suis membre d'aucun parti politique, ça n'engage que moi. Je pense qu'il faut le faire. Et s'il faut que demain, une nouvelle élite en France prenne le pouvoir issue de la société civile, pourquoi pas de la mauvaise société civile, mais de la vraie société civile, c'est des gens du peuple, je pense qu'il va falloir accepter que les années qui suivront seront difficiles. Il va falloir accepter que nous souffrions, nous Français, pendant 5, 10, 15, 20 ans, en se disant que peut-être que nos enfants ainsi auront un avenir meilleur. C'est de cette père de famille sage qui vous parle. Mais donc voilà, donc je pense qu'il faut se préparer malheureusement à ces scénarios-là. Voilà. Donc c'était aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je parle de la France à la fin et je fais ces projections-là. Je pense que les Russes l'ont vécu. Longtemps, la Russie sortait du communisme et l'Europe disait regardez, nous, mais on connaît, on est devenu moderne, on est devenu riche, on est devenu beau, intelligent. Aujourd'hui, c'est les Russes qui ont pris une longueur d'avance dans l'histoire. Ils sont en train de nous regarder s'effondrer. Poutine et son clan ne font pas pareil. Pourquoi? Parce qu'ils en sortent. Nous, là où on va, ils en viennent. Ils n'ont pas envie d'y retourner. Et croyez-moi, je pense qu'on ne devrait pas y aller, nous non plus. Donc, pour la première fois, et c'est l'idée de ce livre, il faut peut-être se baser sur l'expérience russe, qui a un intérêt réel. C'est plus vous êtes le monde barbare ou le monde civilisé, on va vous montrer, c'est vous avez connu le chaos, comment vous avez fait pour vous en sortir? Parce que puisqu'on y va, il va falloir trouver des leviers de sortie de ce chaos. Voilà. Et l'idée de ce livre, c'est aussi ça. C'est un cri du cœur passionnel d'un Français qui aime son sujet, j'espère que ça se sent dans ma voix, et qui se pose des grandes questions et qui s'inquiète beaucoup pour l'avenir de son pays. Moi, mes enfants grandissent et vivent en Russie, ils sont élevés en français par leur père, ils sont français, malgré tout. Ils ont la chance d'avoir deux cultures, et deux belles cultures, c'est les deux plus belles. Un peu de chauvinisme. C'est les deux plus belles. Et donc, je ne voudrais pas que dans 10 ans, je leur dis, on ne peut pas aller en France, il y a un problème. Non, il y a des conflits, des guerres, ça tire. Et malheureusement, c'est ce qui peut se passer. Justement, il y a un silence de mort. Justement, à ce propos, j'aimerais que l'on en vienne à la place de l'homme dans la société. Ce qu'elle est en Russie, ce qu'elle était en France, ce qu'elle est en train de devenir sous l'impulsion d'interventions extérieures, dont tout le monde sait d'où elles viennent. Du côté des États-Unis et de l'Angleterre, on cherche à vendre au monde, et donc à la France aussi, un individualisme systémique, ce que Margaret Thatcher résumait en disant « il n'y a pas de société, il n'y a que des individus ». En plus, des individus non liés par quoi que ce soit, ayant trait à l'origine, à la couleur, la foi religieuse, la langue, la culture, la nationalité, mais des individus définis uniquement par leur capacité à rechercher leur satisfaction maximum à tout moment.
Cet individualisme est propagé en particulier par des ONG américaines, comme par exemple la fondation Bill Gates ou l'Open Society de George Soros. Il y en a d'autres, beaucoup. La version militaire de ce point de vue nous a été donnée par le général Wesley Clark, ancien commandant en chef des opérations dans l'ex-Yougoslavie, qui disait « L'unité des nations est une notion dépassée. Nous travaillons et devons travailler à détruire l'unité interne des nations européennes. » Propos qu'il a répété récemment. L'approche russe est évidemment différente et la méfiance affichée vis-à-vis des ONG étrangères en est une manifestation. Vous employez à plusieurs reprises dans votre livre l'expression « choix de civilisation ». Cette expression me semble bien résumer la situation conflictuelle actuelle qui prévaut entre la Russie et l'OTAN. Qu'en pensez-vous? Alors, beaucoup de choses. Mais je vais tenter de faire court, parce que je ne vais pas parler trop longtemps, ça va s'ennuyer, il faut plutôt faire des questions, réponses avec vous, c'est ça qui est intéressant. Alors, vous avez magnifiquement résumé la dynamique et la politique anglo-saxonne, hein, elle est expansionniste, il faut que tout le monde soit américain, il faut que tout le monde soit comme nous, enfin comme eux, et ça passe par évidemment briser les agrégats existants, en parlant comme Alexandre Zinoviev, si on peut se le permettre. Les agrégats nations, par exemple, les agrégats nationaux, il faut les détruire. Alors, ça a commencé avec des processus d'intégration dans une zone du monde qui s'appelle l'Europe, avec des intégrations supranationales, la suppression de la souveraineté dans ces agrégats par la dislocation de leurs États, parce que maintenant les lois sont votées par des entités supranationales, 70%, je crois, j'ai vu des chiffres effroyables. Encore le camembert, c'est un miracle. Et donc voilà, je pense qu'il y a cette logique-là. Il y a des phénomènes migratoires récents inquiétants parce qu'ils vont venir par déstabiliser certains petits pays, malheureusement. En tout cas, il faudrait les maîtriser habilement et c'est pas fait. Je pense qu'effectivement, donc il y a cette volonté qui passe par l'agrégat est un territoire. C'est une zone marchande, c'est une zone commerciale. Et donc dans cet agrégat, il faut qu'il y ait un homme, consommateur. Il faut qu'il soit plutôt docile. Il ne faut pas qu'il se révolte, parce que c'est dangereux. Il pourrait arrêter de payer, de consommer. Et je pense que la meilleure façon, c'est de l'occuper de façon idiote. Je vais dire des choses un peu terribles, mais il a le choix entre ce qu'un auteur français de langue nord-américaine avait dit, c'est un auteur, nord-américain de langue française, avait résumé de cette façon, c'est les solitudes inutiles ou les communautés absurdes. La communauté des Vélibeurs, je reviens sur le Vélib, ou la solitude des grandes villes massifiées, l'absence de projet, l'absence d'union nationale. Mais qui peut insuffler ce vivre ensemble? On parle beaucoup de vivre ensemble en France, mais le vivre ensemble, c'est la sensation d'appartenance à un groupe. C'est une famille, c'est une tribu, c'est un peuple. Et c'est l'État. Donc, je pense que c'est pour ça qu'effectivement, il y a un projet de civilisation qui est la dilution et la création d'un grand territoire avec des consommateurs. Hein. La France est un hôtel, c'est plus une nation, on nous l'a dit à la télévision, c'est ça qui passe sur le service public. Et puis, vous avez de l'autre côté du monde, il me semble, c'est mon analyse, hein, j'ai développé ce sujet sur une conférence que j'espère que vous écouterez récemment, à midi aujourd'hui, c'est qu'il y a des zones du monde qui se recomposent par les États, et c'est l'État-civilisation. Et je crois que la clé, elle est là. Il y a des États, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Syrie, on le voit aujourd'hui, où l'État maintient l'ordre maximal tant qu'il peut. Le Venezuela, le Brésil, il y a un État, il y a des États. Je pense qu'il n'y a que l'Union européenne qui est en voie de désétatisation, de dissolution, parce qu'elle est aujourd'hui la zone visée par cette expansion anglo-saxonne. Et je répète, la France est une nation qui a 1500 ans d'histoire, c'est une nation qui a une tradition d'État. Nous sommes un État-nation. Donc nous ne sommes pas compatibles avec ce projet. Et par contre, nous serions compatibles en tant qu'État à discuter avec d'autres États. Il faut encore avoir un État avec qui discuter. Et je crois que c'est par ricochet, c'est le problème que les Russes ont, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'État avec qui discuter. Ils ont Bruxelles. Mais Bruxelles est une chambre d'enregistrement de Washington. Donc quand on discute avec Bruxelles, on attend le fax de Washington qui donne la réponse. Et ça ne peut pas marcher. Et dessous, c'est les nations européennes qui sont en train de souffrir. Et les peuples européens, parce que c'est les producteurs bretons de fruits et légumes, c'est eux qui souffrent. Les parts de marché, je travaille en Russie, je peux vous garantir, certains connaissent la Russie, comme Pascal, pas attentif.
les parts de marché que nous avons perdues, on ne va pas les récupérer. C'est fini. Nous sommes le seul pays qui sanctionne un autre pays en nous sanctionnant nous-mêmes. Il faut voir la stratégie socialiste. Là, je veux dire, on n'a pas vendu des bateaux, les Mistral, à la Russie, pour des affaires du droit de l'homme, je sais pas, l'Ukraine, comme s'ils avaient besoin de l'Ukraine pour un poster, puis leurs troupes sont déjà présentes dans le sud du pays avant la guerre, en Crimée, par un accord russo-ukrainien. Et dans des soleils, ils sont déjà. Ils y sont depuis longtemps. Protéger le port de Sébastopol, donc, et la flotte russe. Donc, on n'a pas vendu ces bateaux, on nous dit qu'on les a vendus à l'Égypte pour que l'Arabie Saoudite les paye, en fait, personne n'a pas été payé. Donc, on a fait un don, on a fait un prêt de Mistral à l'Égypte. Alors, c'est des Mistral avec pont chauffant, c'est important pour l'Égypte. Et ils ont des rangements à hélicoptères allongés, c'est pour les hélicoptères, mais c'est bon. Donc, je pense que là, on a dépassé la bêtise, mais malheureusement, tout est fait comme ça. Et je pense que les autorités russes auraient pu trouver un accord avec la France en disant bon, comment on fait là? Il faut faire quoi? Faire un signe, faire un geste? On va au bout du truc. C'est pas la France qui décide. Nous ne sommes plus un État souverain. Le Sénat, l'Assemblée, vous avez vu, ont voté pour lever les sanctions. Les ministres viennent en Russie, les ministres français, Macron, ils viennent tous. Il faut lever les sanctions. Alors, il leur dit mais vous êtes tous pour, pourquoi c'est pas levé? Tout le monde est pour. Je crois qu'il y a peut-être eu Bruno Le Maire ou Juppé qui est encore pour les sanctions, c'est deux dinosaures. Mais je veux dire, tout le monde est, je m'excuse, tout le monde est pour. Et il y a encore des sanctions. Alors je sais pas qui prend la décision, il y a quelqu'un qui a dû envoyer un email ou faire une signature, mais on est arrivé, nous ne sommes plus rien, nous ne sommes pas un État souverain. Et je pense que, pour revenir à mon parallèle du début de la conférence, la restauration de l'État dans les années 2000 en Russie, je pense qu'il nous faut un État. L'État, ça implique d'avoir des élites. Donc, je reviens sur ma blague de tout à l'heure, ça vous a fait rire, mais c'est pas drôle en fait. Il faut un changement d'élite. En douceur, je veux dire, je ne parle pas de théorie de coup d'État, machin, je pense qu'il faut d'autres élites. Il faut juste des gens compétents, des gens concernés et des gens qui pensent une chose, c'est que nous sommes à la tête de la France, nous réfléchissons matin, midi et soir aux intérêts supérieurs de la France. Tout ira bien. Je pense. Merci Alexandre.